Son père était malade. Ses parents vivaient dans la pauvreté. Elle avait quitté son quartier avec un seul rêve, les rendre fiers. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la femme qui avait promis de l'aider cachait un autre visage, celui d'une trafiquante de jeunes filles. Quand elle refusa de vendre son corps, on la jeta dehors. Sans abri, sans argent, sans espoir. Elle se retrouva dans les rues, à vendre de l'eau pour survivre. Et un jour, dans un coin reculé de la ville, elle aperçut un homme étendu au sol. Un inconnu, gravement blessé, le visage en sang, abandonné dans les buissons, comme s'il avait été violemment passé à tabac puis laissé pour mort. Elle ne savait pas encore que cet homme était un milliardaire et que le sauver allait changer sa vie à jamais. L'histoire que vous allez entendre est bouleversante, réelle, puissante, et elle vous laissera un souvenir que vous n'oublierez pas. Le soleil n'était pas encore levé, et pourtant Malia était déjà sur le chantier. Ses mains étaient blanchies par le ciment, son dos trempé de sueur. Seule femme parmi des dizaines d'hommes, elle les surpassait tous au travail. Son foulard était bien noué, ses paumes couvertes d'ampoules, son pantalon déchiré aux genoux. Mais elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas se permettre de fléchir. Elle travaillait pour garder son père en vie. Malia n'avait que 22 ans, mais sa jeunesse lui avait été arrachée. Son père, Papa Landu, autrefois enseignant respecté, était désormais alité dans leur maison de fortune à Matete, un quartier modeste de Kinshasa. Une maladie inconnue l'avait frappé 2 ans plus tôt. Depuis, il s'éteignait doucement. Sa voix n'était plus qu'un souffle, son corps une silhouette fragile. Sa mère, Maman Jeanne, restait à ses côtés jour et nuit, le lavant, le nourrissant, priant sans relâche. Mais ce miracle qu'elle implorait, c'est Malia qui avait décidé de le devenir. Elle avait abandonné ses études, pris une pelle, rejoint une équipe de maçons. Pendant que d'autres jeunes filles poursuivaient des mariages ou des selfies, elle soulevait des blocs plus lourds que ses propres rêves. « Cette jolie fille-là, elle veut nous faire honte ou quoi ?» lança un ouvrier. « Ce n'est pas une femme, c'est un tracteur », renchérit un autre. Malia ne disait rien. Chaque goutte de sueur était pour son père. Chaque ampoule, un sacrifice. Chaque franc gagné allait dans les médicaments. Ce jour-là, alors que le soleil tapait fort, un 4x4 noir s'arrêta près du chantier. Ses pneus soulevèrent un nuage de poussière. Tous se retournèrent. Une femme en descendit. Robe en dentelle, bijoux brillants, lunettes de soleil dorées. Elle sentait l'argent, le pouvoir. « Madame Loba » murmura un ouvrier. Malia leva les yeux brièvement, ses mains tenant encore un seau de ciment. Madame Loba pencha la tête, intriguée. « C'est une fille » s'étonna-t-elle. Elle marcha vers elle, ses talons s'enfonçant légèrement dans le sable. « Toi, comment tu t'appelles » Malia posa son seau et s'essuya le visage avec le bas de son t-shirt. « Malia, maman, une femme qui fait ce travail-là » ? « Oui, maman. » Madame Loba la fixa longuement. « Tu es forte. J'aime ça. Et même couverte de ciment, tu restes belle. » Malia esquissa un sourire timide. « Merci, maman. Et si je te disais que je peux changer ta vie ?» Malia cligna des yeux. « Changer ma vie ? Je vis à Gombe. J'ai des affaires. J'aide des filles comme toi. Viens avec moi. Je te trouverai un travail 10 fois meilleur. Tu n'auras plus besoin de porter des blocs. » Les mains de Malia tremblèrent légèrement. Jamais on ne lui avait tenu un tel discours. « Vous êtes sérieuse ? Très sérieuse. Je vois du potentiel en toi. » Ce soir-là, Malia rentra chez elle, le cœur battant. Elle avait marché vite, entre excitation et incertitude. Elle avait quelque chose à dire à ses parents, quelque chose d'important. Dès qu'elle entra dans la maison, elle trouva sa mère assise au chevet de Papa Landu, lui essuyant le front. « Maman, papa, aujourd'hui, une femme est venue sur le chantier. » Sa mère la regarda. « Quelle femme ? On l'appelle Madame Loba. Elle est arrivée dans une grosse voiture, bien habillée, parfumée. On dirait qu'elle a de l'argent. Elle dit qu'elle vit à Gombe. Elle m'a proposé un travail. Un vrai travail, mieux payé. Elle dit que je ne porterai plus jamais de bloc. » Sa mère fronça les sourcils. « Tu la connais ? Elle est d'où ? » « Non, je ne la connais pas. Mais les maçons la connaissaient.
Ils disent qu'elle aide les filles. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider, qu'elle voyait du potentiel en moi. » Le silence s'installa. Le père de Malia tourna lentement la tête. « Malia, sois prudente. Le monde ne donne rien gratuitement. Papa, je sais, mais je n'ai pas de choix. Je dois tenter, pour toi, pour maman. On ne peut pas continuer comme ça. » Sa mère restait silencieuse. Elle la regardait avec inquiétude, mais elle savait que sa fille disait la vérité. Le père de Malia leva lentement la main et posa ses doigts tremblants sur sa tête. « Que Dieu te garde, ma fille. Que tu ne sois jamais humiliée. Que la ville ne t'avale pas. » Malia hocha la tête. « Je reviendrai avec l'argent pour ton traitement, papa. Je vous le promets. » Le lendemain matin, Madame Loba revint comme promis. Quand le 4x4 noir s'arrêta devant la maison, plusieurs voisins s'arrêtèrent pour regarder. Malia prit son petit sac. Elle embrassa son père, puis sa mère. Ils ne dirent presque rien. Mais leurs yeux disaient tout. Elle monta dans la voiture. Alors qu'elle regardait par la vitre, elle vit leur silhouette s'éloigner, puis disparaître. Elle ne le savait pas encore, mais ce départ, qu'elle pensait être une délivrance, allait devenir le début d'un piège. Le trajet vers Gombe fut long et chaud, mais Malia ne s'en rendait presque pas compte. Ses yeux étaient collés aux vitres. Elle n'avait jamais quitté Matete. Chaque avenue traversée, chaque immeuble, chaque panneau publicitaire était comme un rêve qui devenait réel. Elle regardait tout avec admiration. Elle croyait avancer vers une vie meilleure. Madame Loba, elle, parlait à peine. Elle était concentrée sur son téléphone. « Non, je veux le virement maintenant. Pas d'excuses. Tu m'as entendu ?» Ces mots claquaient, tranchants. Malia, elle, restait silencieuse, son sac plastique entre les pieds, ses pensées bondissant d'espoir en espoir. Quand elles entrèrent dans le quartier résidentiel de Gombe, Malia crut être dans un autre monde. Les murs étaient hauts, les portails électriques, les rues propres, les pelouses taillées au millimètre. La voiture s'arrêta devant une grande maison couleur ivoire, avec des fleurs bien arrangées tout autour. Un homme en uniforme ouvrit le portail. Un autre ouvrit la portière. Malia descendit, son sac en main. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », dit Madame Loba avec un sourire. L'intérieur de la maison ressemblait à un palace. Carrelage brillant, lustre suspendu, canapé profond, climatisation fraîche, cuisine moderne. Malia resta figée, incapable de toucher quoi que ce soit. Tout paraissait trop beau. « Tu vas rester ici avec moi pour l'instant. Va te doucher. Il y a de la nourriture dans le frigo. » Elle hocha timidement la tête. Elle prit une douche chaude. Elle mangea du riz au poulet, du vrai poulet, pas celui des coins de rue. Et cette nuit-là, elle dormit sur un vrai matelas, avec des draps propres. Pas de moustiques, pas de bassine d'eau à côté. Elle pleura, pas de tristesse, mais d'espoir. Le lendemain, elle se réveilla tôt, s'habilla proprement, s'assit au salon et attendit. Mais Madame Loba ne parla pas de travail. « Repose-toi, » lui dit-elle. « Tu as trop travaillé toute ta vie. Laisse Kinshasa te dorloter un peu. » Malia obéit. Un jour passa, puis 2, puis 4, une semaine. Toujours pas de travail. Juste des repas, Internet, télévision et un silence étrange qui l'entourait. Mais dans son cœur, l'inquiétude commençait à grandir. Chaque jour de plus ici, c'était un jour de moins pour sauver son père. Un soir, elle osa enfin poser la question. « Maman, s'il vous plaît, quand est-ce que je vais commencer le travail que vous m'avez promis ?» Madame Loba, assise sur le canapé, un verre de vin rouge à la main, tourna doucement la tête. « Ce soir. » Malia cligna des yeux. « Ce soir ? » ?»« Oui. Ton premier rendez-vous aura lieu ce soir. Prépare-toi. » Malia s'inclina. « Merci, maman. » Elle monta dans sa chambre, sortit sa seule robe correcte et commença à la repasser. Dans sa tête, elle imaginait réceptionniste, serveuse, femme de ménage, vigile, peu importe. Elle était prête. Mais à 20 heures précises, Madame Loba frappa à sa porte. Elle entra, un sac de boutique à la main. « Mais ça », dit-elle en lançant le sac sur le lit.
Malia ouvrit et son cœur s'arrêta. À l'intérieur, une robe rouge. Courte, très courte, presque sans tissu. « Maman, je ne comprends pas. Tu vas sortir ce soir? Il y a un homme qui t'attend. Il a payé. Il a payé. Pour moi. Il aime les filles fraîches du quartier. Ne fais pas l'innocente. Tu n'es pas ici pour cuisiner. Tu vas gagner en une nuit ce que tu gagnais en un mois. » Malia recula. « Je ne suis pas une prostituée. »« Ah, donc maintenant tu fais la morale? T'as dormi ici pendant une semaine. Tu as mangé, tu as bu, tu t'es reposé. Et maintenant tu veux jouer les saintes ?» Malia garda le silence, les mains tremblantes. Elle s'approcha lentement, planta son regard dans celui de Malia. « Alors prends ton sac et dégage. » Malia ne bougea pas. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. « Tu veux que je répète ?» cria Madame Loba. « Sors de chez moi, tout de suite, sinon j'appelle le vigile. Et je te jure que tu ne vas pas aimer ça. » La voix tremblante, Malia murmura. « Je n'ai nulle part où aller. »« Ce n'est plus mon problème, » répliqua Madame Loba. « Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. » Malia recula, lentement. Elle attrapa son petit sac. Aucune chaussure, pas de téléphone, pas d'argent. Elle ouvrit la porte. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix sèche de Madame Loba. Les rêveuses finissent toujours par tomber. Puis la grille se referma, sec, violente, définitive. Et juste comme ça, elle se retrouva seule, jetée dehors, dans une ville qui n'avait rien à lui offrir. Rien, sauf la rue. Kinshasa était devenue froide, inconnue, dangereuse. Quelques heures plus tôt, elle croyait changer de vie. Maintenant, elle était seule, dans une ville qui ne savait même pas qu'elle existait. Malia se tenait là, figée, sur un trottoir inconnu, son vieux sac plastique en main. Pas de téléphone, pas de carte SIM, pas de crédit. Elle portait une robe qu'elle n'avait jamais choisie. Trop courte, inconfortable. Elle serrait ses bras contre elle pour cacher sa peau. Il faisait nuit, et elle n'avait nulle part où aller. Les lumières de Kinshasa, quelques heures plus tôt, brillaient comme des promesses. Maintenant, elle ressemblait à des pièges. Un vigile du quartier la regarda en coin. « Tu fais quoi ici à cette heure, habillée comme ça? Tu cherches quoi ?» Elle ne répondit pas. Elle se remit à marcher, lentement, sans direction. Les voitures passaient, certaines ralentissaient. Un homme baissa sa vitre. « Viens, beauté, je vais te traiter comme une reine ce soir. » Elle accéléra le pas. Un autre la suivit sur 3 rues, murmurant derrière elle. « Toi, t'es pas d'ici. Tu dois avoir faim. Monte, je vais te nourrir. » Elle se mit à courir. Vers minuit, elle trouva un abri de fortune sous un abribus. Elle s'assit, enroula son pagne autour d'elle, tenta de se reposer. Mais la tranquillité ne dura pas. Un groupe de jeunes hommes arrivèrent, bruyants, l'alcool à la bouche. « Hé, regarde-moi ça. On dirait qu'elle nous attendait déjà, non ?» Un autre éclata de rire. « Peut-être qu'elle est gratuite, celle-là. » Malia se leva en sursaut et s'enfuit à nouveau. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. À 2 heures du matin, elle s'adossa contre un kiosque fermé. Elle se recroquevilla. La nuit était froide, les moustiques voraces, son estomac vide. Elle pleura, en silence. Pas de larmes de pitié, des larmes de colère. Mais entre 2 sanglots, elle murmura « Je ne vais pas mourir ici, je vais survivre, je vais le faire, pour papa. » Quand le jour se leva, elle se lava le visage avec l'eau d'un tuyau qui fuyait près de la route. Une vendeuse de beignets la regarda sans rien dire, méfiante. Malia n'avait plus rien. Mais une chose était claire dans son esprit. Plutôt mourir que vendre son corps. Alors elle se leva et frappa aux portes, une par une. « Maman, je cherche un petit travail. Je peux laver, balayer, n'importe quoi. » Certains la repoussaient. D'autres riaient. « Reviens demain, mais en jupe plus courte, hein ?» dit un vendeur avec un clin d'œil. Un homme dans une boutique de vêtements sembla gentil au début. « Attends ici, je vais voir ce que je peux faire. » Il referma la porte, puis s'approcha doucement, trop doucement. « Je peux te donner 20 000 francs, juste pour une nuit. » Malia ouvrit la porte brusquement et s'enfuit. À la tombée du soir,
Ses jambes étaient enflées, sa gorge brûlait, son ventre grondait. Elle s'assit sous un pont, entourée de jeunes mendiants, d'une fille avec un bébé et d'un fou qui parlait tout seul. Elle se couvrit de son pagne. Des rats couraient dans les recoins, mais elle ne ferma pas l'œil. « Je ne mourrai pas ici », se murmura-t-elle. « Je vais vivre, même si c'est dur, même si ça prend du temps. » Cette nuit-là, elle fit un serment. Elle allait tenir, même sans argent, même sans toit, mais jamais au prix de son corps. Le 4e matin, elle ne comptait plus sur la chance. Elle avait compris que dans cette ville, l'espoir n'était pas gratuit. Son corps était fatigué, ses joues creuses, sa peau sèche. Mais son esprit, lui, ne s'était pas encore brisé. Elle vit un groupe de jeunes filles s'agiter autour d'un kiosque. Elles portaient des bassines d'eau fraîche sur la tête, criant à chaque voiture arrêtée. « Eau fraîche, 50 francs, bien glacée !» Mahalia les observa longuement. Elles avaient été son âge, certaines même moins, mais elles vendaient. Elles survivaient. L'une d'elles, une fille vive nommée Naya, la remarqua. « Tu regardes quoi? Tu veux vendre ou tu veux mendier ?»« Je veux vendre, » répondit Mahalia doucement. Naya l'observa de haut en bas. « Tu as l'argent pour acheter un sachet ?» Mahalia secoua la tête. La fille haussa les épaules, prête à la repousser. Mais une vieille vendeuse de bananes grilla soudainement à côté, intervint. « Donne-lui une bassine. Si elle ne ramène pas ton argent, tu la maudis. Mais donne-lui sa chance. » À contre-cœur, Naya lui remit un petit récipient rempli de sachets d'eau fraîche. « Tu me ramènes 800 francs. Le reste, c'est pour toi. Si tu perds mon eau, je te gifle avec le seau. » Mahalia hocha la tête, leva la bassine et la posa sur sa tête. Le premier pas dans la circulation fut le plus dur. Les klaxons, les cris, les insultes, les chauffeurs impatients, les conducteurs qui bousculent sans pitié. Mais elle n'avait pas le choix. « Eau fraîche, 50 francs !» cria-t-elle. Certains clients achetaient. D'autres la regardaient comme une étrangère. Des hommes tentaient de la distraire, de la draguer. « Toi, t'es trop jolie pour vendre de l'eau. Viens, je vais t'installer dans un salon de beauté. Juste une nuit. » Elle ignorait. Elle continuait. Ses pieds nus touchèrent l'asphalte brûlant. Ses épaules tremblaient, mais elle tenait. Et le soir venu, malgré la fatigue, malgré la faim, elle ramena l'argent à Naya. « Voilà. » La fille la regarda avec un air surpris. « T'es sérieuse, toi? Tu n'es pas comme les autres. » Mais d'autres filles la méprisaient. « Toi là, tu veux faire la sainte? Qui t'a dit que ça paye? Sainteté ne nourrit pas. » Mahalia ne répondait pas. Elle pensait à son père. Elle pensait à cette promesse silencieuse. Survivre, sans se vendre. Les nuits étaient dures. Parfois la police les chassait. Dégagez d'ici. Ce pont n'est pas un hôtel. Elle fuyait avec son seau, se cachant derrière les kiosques. Quand il pleuvait, elle se recroquevillait sous une table abandonnée. Mais elle revenait chaque matin. À vendre. À survivre. Un soir, elle leva les yeux vers le ciel gris de Kinshasa et murmura doucement, seule, entre les klaxons et la poussière, « Seigneur, je sais que tu me vois. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Fais que ça ne soit pas ma fin. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le lendemain, sa prière allait recevoir une réponse. Il faisait chaud ce jour-là. Une chaleur lourde, collante. Le trafic était bloqué. Mahalia zigzaguait entre les voitures, son seau d'eau presque vide sur la tête. Sa gorge était sèche. Elle n'avait pas mangé. Ses jambes flanchaient. Mais elle continuait à crier, le souffle court. « Eau fraîche, 50 francs, eau glacée !» Le soleil brûlait son crâne. Elle tenait à peine debout. Et soudain, une douleur lui serra le ventre. Elle avait besoin de se soulager, urgemment. Elle chercha autour d'elle. Pas de toilette, pas de kiosque. Juste un terrain vague derrière la route. Un coin de buisson sale et oublié. Elle regarda à gauche, à droite, puis s'y faufila discrètement, son seau toujours en main. Elle entra entre les hautes herbes, marcha jusqu'à un recoin un peu couvert. Mais à peine avait-elle fini de s'accroupir qu'elle entendit « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Sa tête se tourna d'un coup. Elle se figea. « Je vous en supplie, ne me laissez pas mourir !» Sa respiration s'accéléra. Elle recula légèrement. « Qui est là ? Aidez-moi, je suis là !» Elle s'approcha lentement. Le sol était sale, humide.
Une odeur de sang et de pourriture flottait dans l'air. Et puis elle le vit. Un homme, étendu au sol, attaché, ligoté. Son costume était en lambeaux, sa chemise blanche trempée de sang. Son visage était tuméfié, son front ouvert, ses yeux gonflés. Il respirait à peine. Mais il était vivant. Il leva doucement la tête. « Je vous en supplie, ne me laissez pas. » Puis il perdit connaissance. Malia resta debout, tremblante. C'était peut-être un piège, peut-être un bandit, un criminel. Mais quelque chose dans sa poitrine lui criait « Cet homme va mourir si tu pars !» Elle lâcha son seau, se pencha, tenta de le soulever. Il était lourd, trop lourd. Mais elle tira, centimètre par centimètre. Elle le traîna jusqu'à la route. Les voitures passaient, klaxonnaient. Elle se plaça au milieu de la rue. « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un !» Rien. Certains la regardaient. D'autres l'ignoraient. Une femme cria même « Ce n'est pas ton mari, laisse-le là !» Mais Malia ne bougea pas. Finalement, un vieux taxi s'arrêta. « C'est quoi ça ?» demanda le chauffeur. « Je vous en supplie, monsieur, il est mourant. Amenez-nous à l'hôpital, je vais payer. »« Tu as l'argent ?» Elle n'avait que 1200 francs, tout ce qu'elle avait gagné dans la journée. « Oui, je vous donnerai tout, je vous en supplie. » Le chauffeur grogna. « Monte !» Ils le hissèrent à l'arrière. Malia s'assit à côté. Elle lui tenait la main. « Tenez bon, s'il vous plaît, ne mourrez pas. » Ils arrivèrent devant les urgences. Le chauffeur réclama 1500 francs. Elle lui tendit tout ce qu'elle avait. Il prit l'argent et partit sans un mot. Malia courut à l'accueil. « Il est mourant. Aidez-le. Il a été battu. Il perd du sang. »« C'est votre parent ?» demanda une infirmière. « Non, mais il va mourir. »« Il a payé une avance ?»« J'ai plus rien. Mais je vous en supplie. » Elle se mit à genoux. Elle pleurait. Les médecins hésitaient. Les infirmières détournèrent les yeux. Et puis un médecin sortit. « Amenez-le vite. Préparez une perfusion. Il faut le stabiliser. » Une infirmière revint en courant. « Son groupe sanguin est obus. On n'en a plus. »« Je vais lui donner le mien, » cria Malia. « Tu es sûre ?»« Oui, prenez-le. » Elle s'assit. On lui planta une aiguille. Son sang coulait. Elle ne sentait plus ses bras. Mais elle regardait cet homme, ce visage inconnu, et elle pensait, s'il meurt, au moins j'aurais essayé. Puis tout devint flou. Le monde tourna, et elle s'évanouit. Le corps de Malia s'effondra doucement sur le sol froid de l'hôpital. Une infirmière accourut. « Elle a perdu connaissance. Vite, mettez-la sous perfusion. » Son visage était pâle, son souffle faible, son bras encore percé par l'aiguille qui avait aspiré son sang. « Elle a donné sans manger. Elle est à bout, » lança un médecin. « Allongez-la, apportez du glucose. » On l'installa sur un lit métallique, dans une petite salle d'observation. Un goutte à goutte coulait lentement dans sa veine. Elle dormait. Ou plutôt, elle flottait entre deux mondes. Aucune famille, aucun téléphone, aucun nom. « Qui est-elle » demanda une infirmière. « Une inconnue. Elle a traîné ce monsieur ici, toute seule. Elle a payé le taxi. Et elle a donné son sang. Pour un homme qu'elle ne connaît pas ? Oui. Tu connais Kinshasa ? Qui fait ça ici ?» Pendant ce temps, dans la salle d'urgence, l'homme attaché retrouvé dans les buissons ouvrit enfin les yeux. Sa vision était floue, sa gorge sèche, son corps en feu. « Où suis-je » murmura-t-il. Une infirmière s'approcha. « Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été retrouvé dans un terrain vague, ligoté, inconscient. Vous avez perdu beaucoup de sang. Une jeune fille vous a amené ici. C'est elle qui vous a sauvé. » Il fronça les sourcils. « Une fille ? Où est-elle ? » ?»« Dans la salle à côté. Elle a donné son sang pour vous. Et elle s'est effondrée. Elle est faible, très faible. » L'homme tenta de se redresser. « Amenez-moi vers elle. Monsieur, vous venez à peine de vous réveiller. Vous devez rester allongé. Emmenez-moi. » Il retira sa perfusion. Il tenait à peine debout. Mais il insista. Son regard, sa voix, son autorité. Même blessé, même en haillons, il imposait le respect. L'infirmière s'inclina légèrement. « Très bien, par ici. »
Il entra dans la salle et la vit, la fille, étendue sur un lit, pauvrement habillée, les cheveux décoiffés, le visage fatigué, mais calme, paisible. Il s'approcha. Il la regarda en silence pendant quelques secondes. Puis il murmura « C'est toi qui m'as sauvé ?» Ces mots la traversèrent. Elle ouvrit doucement les yeux. Son regard était flou, mais elle le reconnut. « Vous êtes réveillé ? Grâce à toi. » Elle tenta de se redresser. Il l'arrêta doucement. « Ne bouge pas, tu es faible. J'ai eu peur. Je croyais que vous alliez mourir. » Il détourna les yeux un instant. Puis il revint vers elle. « Tu as appelé le taxi. Tu as payé avec ce que tu avais. Tu as supplié le personnel. Tu as donné ton sang. Tout cela pour un inconnu ?» Elle baissa les yeux. « Je ne pouvais pas vous laisser là. Moi, j'ai un cœur. » Cette phrase le frappa. Il resta là, à la regarder. Ému, bouleversé, une fille sans nom, sans toit, sans force, mais avec un courage que l'argent ne peut pas acheter. Sa voix trembla. « À partir de maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. » À ce moment précis, un homme en costume noir surgit dans la pièce, essoufflé. « Monsieur, on vous a enfin retrouvé. »« Pas maintenant, Isaac, pas maintenant. » L'homme en costume recula, surpris. Il jeta un œil à Malia, intrigué. L'homme se tourna vers elle. « Quel est ton nom ?»« Malia, de Matete. » Il tendit la main. « Moi, c'est Monsieur Mavouba, président du groupe Mavouba. Et à partir de ce jour, je te dois la vie. » Malia le regardait, interdite. Monsieur Mavouba, même dans la rue, elle avait déjà entendu ce nom. Un homme influent, riche, discret, propriétaire d'un empire industriel, intouchable, inaccessible. Et pourtant, à cet instant, il était là, devant elle, pieds nus, blessé, humble, rempli de reconnaissance. « Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi ?» dit-il doucement. Malia n'osa pas répondre. Il se tourna vers l'homme en costume. « Isaac règle tous les frais. Soins, médicaments, chambre privée, tout. »« Oui, monsieur. » Les infirmières se chuchotaient derrière les rideaux. « C'est vraiment lui ? Le vrai Mavouba ? C'est elle qui l'a sauvé ? Cette fille-là ?» Il se pencha vers elle. « Tu as besoin de repos, de soins, de nourriture. Tu m'as donné ton sang, alors que tu n'avais même pas mangé. » Elle sourit faiblement. « Je vais m'en sortir, je suis forte. Ce n'est pas ta force qui m'impressionne, c'est ton cœur. » Plus tard dans la journée, Isaac revint avec un plateau. Riz parfumé, poisson braisé, jus frais. Malia, elle mangea doucement, silencieusement. Pas comme une mendiante, mais comme une invitée respectée. Puis elle regarda Mr. Mavouba et murmura « Comment vous êtes arrivé là-bas ? Dans les buissons ?» Il inspira lentement. « J'ai été enlevé. »« Enlevé ? Mon convoi a été intercepté. Mon chauffeur disparu. On m'a menotté, battu, enfermé. Ils ont demandé 50 millions. Isaac a négocié. Il a payé. Et après ? Après avoir reçu l'argent, ils ont décidé de m'éliminer. Mais pourquoi ? Pour que je ne les dénonce jamais. Ils m'ont drogué, ligoté et abandonné dans les broussailles, pensant que j'allais mourir. » Malia resta silencieuse. Puis elle dit « Mais vous n'êtes pas mort. »« Oui, parce que tu es arrivé. Tu étais le seul miracle prévu ce jour-là. » Un long silence s'installa. Il se leva. « Tu ne m'as pas sauvé pour recevoir une récompense. »« Non, » murmura-t-elle. « Mais je vais te la donner quand même. » Il revint avec une valise noire. Il l'ouvrit devant elle. Des billets. Neufs, empilés, organisés. 200 000 $ en cash. Malia recula. « Non, monsieur, je ne peux pas. »« Tu peux, et tu vas. Parce que ce que tu m'as donné n'a pas de prix. Tu m'as rendu la vie. Je te rends un avenir. » Elle tremblait. « C'est trop, c'est trop. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. » Puis il ajouta « Et ce n'est que le début. » Malia était encore sous le choc. Le silence dans la pièce était lourd, profond. Le regard fixé sur cette valise pleine,
Elle n'arrivait pas à bouger. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. Mais plus encore, elle n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi elle ? « Je ne peux pas accepter ça, » murmura-t-elle. Monsieur Mavuba la regarda calmement. « Tu m'as donné ton sang, tu as risqué ta sécurité, tu as supplié un hôpital qui n'écoute personne. Tu ne l'as pas fait pour être vu. Tu l'as fait parce que tu crois encore en ce qui est juste. Et ça, dans ce monde, ça vaut plus que tout ce qu'on peut acheter. » Malia sentit les larmes lui monter, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était un soulagement qu'elle ne savait même pas comment exprimer. Monsieur Mavuba sortit alors un autre dossier. Un titre foncier. Une maison. 3 chambres. Titre en ton nom. Meublé. Prête. Tu n'auras plus jamais à dormir dehors. Elle plaqua ses mains sur sa bouche. Ses jambes fléchirent. Mais il n'avait pas terminé. Malia s'effondra à genoux. Elle pleurait. Elle tremblait. Elle ne savait pas si c'était un rêve ou la réalité. Mais elle savait une chose, sa vie ne serait plus jamais la même. Monsieur Mavuba la releva doucement. « Ne t'agenouille pas, tu n'es pas une mendiant, tu es une héroïne. » Le lendemain matin, elle sortit de l'hôpital, habillée proprement, avec des sandales neuves, une robe simple mais digne. Devant elle, une voiture noire l'attendait. À l'intérieur, Isaac souriait. « Prête ? Prête ? » murmura-t-elle. Quand la voiture s'arrêta devant une grande maison peinte en jaune pâle, avec un petit jardin et une clôture solide, Malia ne put retenir un cri de surprise. C'était chez elle maintenant. À l'intérieur, un salon avec une cuisine moderne, chambre équipée avec lit confortable, des draps propres, une salle de bain avec eau courante. Elle s'effondra sur le lit. Pas de fatigue, mais de paix. Le soir tombait sur la maison jaune pâle. Dans le jardin, Malia était assise sur le banc en pierre, les mains croisées. Monsieur Mavuba s'approcha. « Raconte-moi ton histoire, » dit-il simplement. Alors elle parla. Le chantier, le piège, la rue, les sachets d'eau vendus sous le soleil, et surtout, la promesse faite à son père, avant de partir. Il écouta, sans l'interrompre. Puis il dit, d'une voix calme, « Ce que tu viens de faire, c'est écrire un chapitre que personne ne pourra t'enlever. Tu as semé l'intégrité au fond de la misère. Et aujourd'hui, tu récoltes ton destin. » Mais Malia détourna les yeux, l'air encore inquiet. « Tu penses à tes parents, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Ils sont à ma tétée. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Je leur ai promis de revenir avec de quoi les soigner. Et jusqu'ici, je n'ai pas pu tenir ma promesse. » Monsieur Mavuba lui tendit la main. « Alors viens, allons les chercher. » Le lendemain matin, 2 voitures roulèrent lentement sur la route abîmée qui menait au quartier. L'une d'elles transportait Malia et Monsieur Mavuba. L'autre suivait, avec une petite équipe médicale mobile. Ils s'arrêtèrent devant une maison en planches, au toit rouillé. Le quartier était modeste, vivant, mais les marques de la pauvreté étaient visibles. Malia descendit précipitamment. « Maman, papa !» Sa mère sortit en courant, les mains encore pleines de lessive. « Malia, mon Dieu, c'est toi ?» Elles s'étreignirent. Son père, affaibli, apparut à la porte, soutenu par un voisin. Puis, Monsieur Mavuba s'approcha à son tour. « Bonjour, je suis un ami de votre fille. Elle m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, je viens lui rendre ce qu'elle m'a donné. » Il fit un signe. L'équipe médicale entra avec leur matériel. Tension, glycémie, premiers soins. La médecin prit la parole. « On va l'emmener dans un hôpital en ville. Il a besoin de soins réguliers, mais c'est possible. Vous aussi, madame, vous serez suivie. » Malia fondit en larmes. « Merci, merci. » Monsieur Mavuba posa doucement sa main sur son épaule. « Ce soir, vous ne dormirez plus ici. Vous venez avec nous. Votre fille a une nouvelle maison. Et maintenant, elle est aussi la vôtre. » La voiture roulait lentement vers la ville. Malia était assise à l'arrière, entre ses 2 parents. Son père, sous perfusion, somnolait paisiblement. Sa mère, émue, ne cessait de regarder par la fenêtre, silencieuse. Monsieur Mavuba, assis devant avec le chauffeur,
il déclara doucement : « Il y a des gens qu'on aide parce qu'ils ont tout perdu, et d'autres qu'on aide parce qu'ils ont tout donné, sans jamais rien demander. Ta fille est de ceux-là. » Quand ils arrivèrent devant la maison, Malia ouvrit la portière. Elle aida sa mère à descendre, puis son père, soutenu par l'infirmier. La porte s'ouvrit. Le salon était propre, lumineux. Une cuisine moderne, une salle de bain avec eau courante, et 3 chambres, l'une pour Malia, l'autre pour ses parents. Elle regarda ses parents s'installer. Son père souriait, sa mère pleurait doucement, et dans le silence du soir, une seule pensée traversa son cœur. Quelqu'un avait vu sa valeur et lui avait tendu la main, sans jamais lui demander de s'abaisser. Il y a des jours où tout semble s'écrouler, où on pense qu'on n'a plus rien. Mais parfois, c'est dans ce vide total que naît un miracle. Malia n'a pas vendu son corps, elle a gardé sa dignité. Et c'est sa droiture qui a attiré la grâce. La leçon, on ne sait jamais qui regarde. On ne sait jamais quand le bien qu'on sème dans l'ombre fleurira en plein jour. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à HD Story et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. Une nouvelle histoire, encore plus forte, arrive dans quelques jours. Restez inspirés et que Dieu vous garde.